Donc pour faire l'étude, voilà ce qu'il faut retenir pour le baccalauréat sur l'étude de la conservation de la quantité de mouvement. Donc au départ, on a nos deux palets ici qui sont regroupés en un seul morceau. Et ici, mon système, ce sont les deux palets donc de masse totale M1 plus M2. Donc là, un seul système. La vitesse, les palets au début sont arrêtés, leur vitesse est égale à 0, le vecteur vitesse est nul. Dans le cas d'une fusée qui est juste en train de décoller, et bien à l'instant t égale à 0, elle n'a pas encore eu le temps de prendre de la vitesse, elle décolle légèrement, elle est légèrement décollée du sol, et dans ce cas-là, mon système est constitué de la masse de gaz qui est en train d'être propulsée et de la masse de la fusée. La quantité de mouvement totale, c'est la masse totale, ici, c'est-à-dire M1 plus M2, multiplié par le vecteur vitesse associé au système, mais comme ma vitesse à l'instant t égale à 0 est nulle, eh ben, la quantité de mouvement total avant, tout au début du décollage, est nulle. Un instant plus tard, la fusée a décollé depuis quelques secondes ou quelques dixièmes de seconde, si vous préférez. Mes deux palets sont en train de se séparer. J'ai un palet qui part ici avec une vitesse V2 et j'ai un palet qui part par là avec une vitesse V1. Mon système complet est composé de deux sous-systèmes. Il est composé de M1 qui part vers là et de M2 qui part vers là. Dans le cas de la fusée, je vais avoir la masse de la fusée qui part avec une vitesse VF par là. Et le deuxième sous-système, ce sont les gaz qui sont en train d'être propulsés, d'être éjectés avec une vitesse VG. Et donc j'ai une certaine masse de gaz qui est propulsée vers l'arrière. Et c'est ce principe d'action-réaction qui fait que la fusée est en train de décoller. La quantité de mouvement total après l'instant du décollage, c'est égal à la somme des quantités de mouvement des sous-systèmes, donc M1 V1 plus M2 V2. Mais attention, là, on est en vecteur. Qu'est-ce que ça représente maintenant si je parle en valeur? Go, c'est bon? Alors, si le système est isolé, c'est-à-dire si le système est soumis qu'à des forces qui se compensent. Si je fais le bilan des forces sur un palais, ce palais il est soumis à son poids. Ici, là, il y a le sol, vertical vers le bas, et il y a une force de réaction, la réaction de la table ou de la soufflerie, qui fait qu'il y a une force de réaction vers le haut. Ici, les deux forces, elles se compensent. Sinon, le palais il aurait tendance à décoller ou à s'enfoncer dans la table. Donc, à partir du moment où je n'ai pas de mouvement vertical, c'est que les deux forces, elles se compensent. Donc, je peux faire l'hypothèse que les forces se compensent. Si les forces se compensent, c'est que le système, il est isolé. Et bien, d'après la loi de la conservation de la quantité de mouvement, la quantité de mouvement est constante, le vecteur quantité de mouvement est constant si le système est isolé. Donc je vais faire l'hypothèse que mon système il est isolé et du coup je vais pouvoir dire que la quantité de mouvement se conserve. Alors cette quantité de mouvement avant, on l'a vu, elle valait 0 puisque le système il était immobile. La quantité de mouvement après c'est M1 V1 plus M2 V2. Je vais définir un vecteur unitaire. Je vais l'appeler I et je vais le mettre dans ce sens. Dans ce cas-là, ici j'ai vecteur nul, ça ne change rien. Ici j'ai M1 fois V1 fois le vecteur unitaire. Alors attention, le vecteur P1 part dans l'autre sens par rapport au vecteur unitaire. Donc j'ai M1 et ici je vais rajouter un moins le vecteur unitaire I. Par contre, P2 c'est M2 fois V2 fois le vecteur unitaire I. Donc là je suis bien en vecteur. Si maintenant je parle en norme ou en valeur, je vais avoir 0 égale moins M1 V1 plus M2 V2. Ça signifie quoi? Si je passe ce terme de l'autre côté, je vais avoir M1 V1 égale M2 V2. Mais si et seulement si mon système il est isolé.
Comment démontrer que le système il est isolé? Ben, si le système est isolé, j'aurai M1V1 égale M2V2. Et c'est ça qu'il faut démontrer expérimentalement. Nous avons obtenu, grâce au logiciel Excel, les vitesses V1 et V2 et les quantités de mouvement P1 et P2. Nous pouvons voir sur la photo des valeurs suivantes que M1 fois V1 est presque égal à M2 fois VE, ce qui nous donne donc que P1 est environ égal à P2. Sachant que M1 donc, est égal à 1,45 kg et M2 égal à 1 kg. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas P1 égal à P2 et P1, mais que nous avons, P1 est environ égal à P2? Parce que nous avons une erreur de 8%, à cause notamment des mesures faites sur le logiciel Avimeca, mais aussi avec des frottements dans l'air, car le système n'est pas à 100% isolé. Alors, la vitesse atteinte de la fusée au bout de quelques secondes est toujours inférieure à celle attendue en appliquant le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors, ce phénomène est tout simplement les frottements, car au décollage, le système n'est pas totalement isolé, il y a donc des frottements, c'est ce qui explique ce phénomène. Pour la réponse à la question C, qui est donc de donner les 4 paramètres qui ont une influence sur la vitesse de la fusée lors de la propulsion par réaction, je vous mets 2 vidéos de Monsieur Vossier les expliquant. Voilà le ballon, il a une certaine masse de gaz. Si je change sa vitesse d'expulsion, alors comment je change la vitesse d'expulsion du gaz? Je vais réduire la taille du trou, je vais réduire le débit. Donc j'ai toujours la même masse de gaz qui va sortir, mais moins vite. Vitesse beaucoup plus faible. Donc la vitesse d'expulsion des gaz a un impact sur la vitesse de la fusée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien la combinaison de la masse de gaz et de la vitesse d'expulsion, on va appeler ça... Ouf, c'est joli ça. La combinaison de la masse de gaz et de la vitesse des gaz, c'est le débit du gaz. Débit du gaz expulsé. C'est bien écrit ça. Et puis quel est le dernier paramètre? Quel est l'autre paramètre duquel dépend la vitesse de la fusée? Bien évidemment, on a vu la masse de gaz, la vitesse du gaz, il reste la masse de la fusée. On peut imaginer bien qu'une fusée de tant de tonnes, une fusée 10 fois plus lourde, 10 fois plus massive, on ne peut pas avoir la même vitesse. Donc le dernier paramètre ici, c'est la masse de la fusée. Il en reste un. Les frottements de l'air, et les frottements vont dépendre de la surface de contact avec l'air. Oui, mais là on a dit si c'est dans un cas isolé, il n'y a pas de frottement. Dans un cas isolé, il n'y aurait pas de frottement. Dans la dernière vidéo, 3 paramètres sont expliqués, donc ce sont des paramètres qui ont une influence sur la vitesse de la fusée lors de sa propulsion par réaction. Les 3 paramètres expliqués dans cette vidéo sont les frottements, car le système n'est pas totalement isolé, la masse de la fusée, ainsi que la vitesse du gaz propulsé. Pour le 4e paramètre, je vous mets une vidéo donc vous expliquant ce dernier paramètre qui est donc la masse du gaz. Petite masse de gaz dans la fusée et même débit mais grosse masse de gaz dans la fusée. La vitesse n'est pas la même.